Deux machines ont quitté la Terre il y a près de 50 ans. Elles n'avaient pas de pilote, pas de carburant suffisant pour revenir, et leurs ordinateurs de bord étaient moins puissants qu'une calculatrice de lycée. Pourtant, aujourd'hui, elles flottent quelque part dans l'immensité noire, à des distances que l'esprit humain refuse d'accepter vraiment, là où le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres, indiscernable dans la foule. Et elles nous parlent encore, chaque jour, depuis l'espace interstellaire. Voici l'incomplète de ce que les sondes Voyager ont trouvé là-bas, et de ce que personne n'avait prévu. Si cette odyssée vous passionne autant qu'elle nous passionne, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela nous aide énormément à continuer d'explorer ces histoires que l'univers nous réserve. Nous sommes en 1966. La guerre froide bat son plein. La NASA vient d'envoyer les premiers astronautes en orbite et la Lune est la seule obsession du moment. C'est dans ce contexte qu'un étudiant en doctorat au Jet Propulsion Laboratory, un jeune homme nommé Gary Flandreau, remarque quelque chose dans ses calculs que personne n'avait encore formalisé. Les planètes extérieures du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vont s'aligner d'une façon exceptionnelle entre la fin des années 70 et le début des années 80. Pas simplement en ligne droite, mais selon une configuration orbitale qui permet à une sonde lancée depuis la Terre d'utiliser la gravité de chaque planète comme un tremplin vers la suivante, sans qu'il soit besoin de carburant supplémentaire. Imaginez qu'en tombant d'un toboggan géant, vous rebondissez naturellement vers un deuxième toboggan, puis un troisième, puis un quatrième. C'est exactement ce dont parlait Flandreau. Et cette occasion ne se reproduirait pas avant 176 ans. Cette technique d'assistance gravitationnelle, que les ingénieurs appellent fronde gravitationnelle, n'est pas une idée nouvelle en 1966, mais son application à une tournée complète des planètes extérieures est une vision que Flandreau est le premier à quantifier dans toutes ses implications pratiques. L'idée est la suivante. En passant près d'une planète massive, une sonde peut voler une infime fraction de la vitesse orbitale de cette planète, comme un patineur qui attrape la main d'un autre en plein mouvement et se retrouve projeté à grande vitesse. La planète ralentit d'une quantité infinitésimale, imperceptible à l'échelle cosmique, mais la sonde, elle, gagne des kilomètres par seconde. À Jupiter, puis à Saturne, puis à Uranus, l'effet se cumule, et une sonde qui aurait mis des décennies à atteindre Neptune par propulsion directe y arrive en une fraction de ce temps. La NASA l'écoute. Pas immédiatement, pas sans résistance, les budgets sont serrés, la Lune accapare tout, mais l'idée fait son chemin. Ce qui démarrera comme le projet du Grand Tour, un programme ambitieux impliquant 4 sondes distinctes, sera réduit par les compressions budgétaires à 2 engins. 2 seulement. Ils s'appelleront Voyager 1 et Voyager 2. La mission officielle est de survoler Jupiter et Saturne. Le reste, Uranus, Neptune, l'espace interstellaire, sera une décision qui se prendra en cours de route, au fil des succès. Personne ne parie vraiment sur leur survie au-delà des premières années. Et c'est là que commence l'une des plus grandes aventures scientifiques de l'histoire humaine. Les 2 sondes sont lancées en août et septembre 1977 depuis Cap Canaveral en Floride. Voyager 2 part en premier, le 20 août. Voyager 1 décolle 16 jours plus tard, le 5 septembre, et malgré son départ tardif, suit une trajectoire plus directe qui lui permettra d'arriver à Jupiter plusieurs mois avant sa jumelle. Leur conception est identique. Une plateforme en forme de prisme décagonal, de la taille d'une petite voiture, équipée de 11 instruments scientifiques, de 2 caméras, de magnétomètres, de détecteurs de plasma, de capteurs de rayons cosmiques. Et, surtout, d'une grande antenne parabolique de presque 4 mètres de diamètre, l'oreille par laquelle les 2 sondes continueront à murmurer vers la Terre pendant des décennies. Leur source d'énergie n'est pas solaire. À ces distances, le Soleil est trop faible pour alimenter des panneaux photovoltaïques. Chaque sonde transporte 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, des dispositifs qui convertissent la chaleur produite par la désintégration lente du plutonium en électricité. À leur lancement, ces générateurs fournissent assez d'énergie pour allumer une grosse ampoule électrique. Et cette énergie diminue chaque année inexorablement. Raison pour laquelle la mission a une date d'expiration, même si personne ne sait encore laquelle. Le lancement de Voyager 1 frôle lui-même la catastrophe. Le second étage de la fusée Titan s'arrête trop tôt, brûlant moins de carburant que prévu. L'étage supérieur, Centaur doit alors effectuer une manœuvre qui épuise presque entièrement ses réserves. À quelques secondes d'écart, la sonde n'aurait jamais atteint la trajectoire correcte. L'aventure commence donc par un miracle discret, connu de peu de gens et qui aurait pu ne jamais arriver. Mais elle arrive, et les 2 voyageurs s'élancent dans le vide. Direction Jupiter. Il faut environ 2 ans pour arriver à Jupiter en suivant la trajectoire calculée. 2 ans pendant lesquels les 2 sondes traversent le vide interplanétaire,
leurs instruments en veille, leurs caméras éteintes pour économiser l'énergie. Les ingénieurs du JPL surveillent les signaux, corrigent les trajectoires par de microscopiques impulsions de propulseurs et attendent. En janvier 1979, Voyager 1 commence à photographier Jupiter depuis une distance encore confortable. Les images arrivent sur Terre avec un délai de 40 minutes, le temps que la lumière prenne pour parcourir l'espace entre la sonde et les antennes de réception. Et dès les premiers clichés, quelque chose change. Jupiter, vu de près pour la première fois avec cette résolution, est terrifiante. Pas dans le sens qui fait reculer, dans le sens qui vous cloue sur place. L'atmosphère est un tourbillon perpétuel de bandes de gaz colorées, orange et rouge et blanches, qui s'enroulent les unes sur les autres selon des schémas que les météorologues peinent à expliquer. Les vents dans ces bandes soufflent avec une fureur que rien sur Terre ne peut approcher, plusieurs centaines de kilomètres à l'heure en régime de croisière. Et au milieu de cette danse atmosphérique trône la grande tache rouge. La grande tache rouge. Un anticyclone géant que les astronomes observent depuis des siècles sans jamais comprendre pourquoi il ne se dissipe pas. Voyager 1 en capture des images d'une précision encore jamais vue. Elle confirme sa nature cyclonique. Une tempête qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, coincée entre deux bandes atmosphériques de vitesses différentes, alimentées en permanence par les gradients de chaleur et de pression. À l'époque du survol, cette tempête est suffisamment large pour y faire tenir la planète Terre en entier avec de la place à revendre. Les astronomes savent qu'elle rétrécit depuis les observations du 19e siècle, mais elle est toujours là, impériale, indifférente. Mais ce n'est pas la grande tache rouge qui va rester dans les mémoires comme la plus grande surprise jupitérienne. Non, la vraie révélation vient des lunes. Avant Voyager, les 4 grandes lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, n'étaient que des points de lumière dans les télescopes. Découvertes par Galilée en 1610, elles avaient contribué à briser le dogme géocentrique en montrant que certains corps célestes ne tournaient pas autour de la Terre, mais leur nature profonde restait mystérieuse. Quelques semaines avant l'arrivée de Voyager 1 à Jupiter, un groupe de chercheurs publie un article scientifique presque passé inaperçu, qui prédit que Io, la lune la plus proche de Jupiter, pourrait présenter une activité volcanique à cause des forces de marée exercées par la planète géante. Ils ont raison, mais même eux ne s'attendaient pas à ce que Voyager allait découvrir. Le 5 mars 1979, Voyager 1 passe à environ 350 000 km de Jupiter. En l'espace de quelques heures, elle photographie les 4 grandes lunes avec une résolution sans précédent. Et quand les images d'Io arrivent sur Terre, une ingénieure de navigation nommée Linda Morabito remarque quelque chose d'étrange sur le limbe de la Lune. Un panache en forme de parapluie qui s'élève à des centaines de kilomètres dans le vide. C'est un volcan en éruption. Un volcan actif sur un autre monde, pour la première fois de l'histoire. Io est couverte de volcans, des centaines d'entre eux, crachant en permanence du soufre et du dioxyde de soufre dans l'espace, teignant la surface de la Lune en orange, jaune et noir dans un tableau qui ressemble à une pizza cosmique. D'ailleurs, certains scientifiques utilisent exactement cette comparaison. La raison de cette frénésie volcanique est l'immense force de marée exercée par Jupiter et les autres grandes lunes, qui pétrissent l'intérieur d'Io comme on malaxerait de l'argile, générant une chaleur colossale qui doit s'évacuer quelque part. Io est le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire, bien plus que la Terre, et personne ne l'avait prévu avec cette intensité. Europe, la deuxième grande lune, livre une autre surprise. Sa surface est lisse, recouverte d'une croûte de glace blanche, sillonnée d'une multitude de stries sombres, comme un œuf dur brisé, recollé, recassé et recollé encore. Cette surface est jeune, presque sans cratère d'impact, ce qui implique un renouvellement constant. Sous cette croûte de glace, les modèles suggèrent un océan d'eau liquide, maintenu liquide non pas par la chaleur solaire, trop faible ici, mais par les mêmes forces de marée qui font fondre les entrailles d'Io. La NASA n'oubliera jamais cette hypothèse. Elle revient à la hanter décennie après décennie, jusqu'aux missions récentes qui, aujourd'hui encore, cherchent à vérifier si Europa cache quelque chose d'encore plus stupéfiant que des volcans. Voyager 1 découvre également que Jupiter possède des anneaux, pas aussi spectaculaires que ceux de Saturne, minces, sombres, composés de poussière arrachée aux petites lunes intérieures par des impacts de micrométéorites. Mais des anneaux quand même, totalement invisibles depuis la Terre, que personne ne soupçonnait. Depuis le début de la mission, les surprises s'accumulent à un rythme que les chercheurs n'avaient pas anticipé. Puis vient Saturne. Voyager 1 arrive dans le système saturnien en novembre 1980. Saturne, tout le monde la connaît. La planète aux anneaux, l'icône des manuels scolaires d'astronomie.
Mais là encore, voir et savoir sont deux choses radicalement différentes. Les images transmises par Voyager révèlent que ce que nous prenions pour quelques anneaux distincts, les anneaux A, B et C, tels que définis par les astronomes, n'est en réalité qu'une illusion de distance. De près, il n'y a pas quelques anneaux, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. La structure qui ceinture Saturne est comme un disque vinyle gigantesque, parcouru de sillons concentriques innombrables, chacun le résultat de résonances gravitationnelles complexes avec les lunes qui gravitent dans et autour des anneaux. Les scientifiques appellent cela des moonlets, de minuscules lunes bergers qui creusent des lacunes dans la poussière et les blocs de glace, maintenant chaque sillon à sa place comme des garde-fous invisibles. L'anneau F en particulier intrigue les chercheurs. Il est tressé, littéralement entortillé sur lui-même par l'influence gravitationnelle de deux petites lunes qui l'encadrent de chaque côté, Prométhée et Pandore, que Voyager découvre précisément lors de ce survol. La physique de ce système est d'une complexité vertigineuse, et les modèles pour l'expliquer n'arriveront que des années plus tard. Les survols de Saturne révèlent aussi quelque chose d'inattendu dans son atmosphère, un hexagone géant au pôle Nord. Une structure hexagonale persistante, stable, gigantesque, chaque côté de l'hexagone dépasse la taille de la Terre, qui tourne au-dessus du pôle à la même vitesse que la rotation profonde de la planète. Voyager 1A capte les premiers indices, Voyager 2 les confirme. Cette structure n'a aucun équivalent dans le système solaire, et sa stabilité sur des décennies, encore observée par la sonde Cassini 30 ans plus tard, reste l'un des mystères météorologiques les plus fascinants de la planétologie moderne. On sait qu'il s'agit d'une onde de jet atmosphérique maintenue par des résonances fluides complexes, mais reproduire exactement sa géométrie en laboratoire ou dans les simulations reste un défi en cours. Mais la grande décision à Saturne, celle qui va définir le destin de Voyager 1 pour les 45 années suivantes, concerne Titan. La NASA doit choisir. Soit la sonde continue vers les planètes extérieures, comme le ferait Voyager 2, soit elle plonge vers Titan, la plus grande lune de Saturne, dont on sait qu'elle possède une atmosphère épaisse et mystérieuse, la seule lune du système solaire dans ce cas. L'atmosphère de Titan fascine les exobiologistes parce qu'elle contient des molécules organiques complexes, les mêmes briques chimiques qui, sur Terre, ont précédé l'apparition de la vie. Survoler Titan de près nécessite cependant une trajectoire qui éjecte Voyager 1 hors du plan des planètes, rendant impossible toute visite ultérieure d'Uranus et Neptune. La NASA choisit Titan, et Voyager 1 s'y plonge en novembre 1980, passant à environ 6000 km de la surface de cette lune orange et brumeuse. Ce qu'elle y trouve confirme les espoirs. Une atmosphère dense, principalement composée d'azote, avec des traces de méthane et d'autres hydrocarbures, recouverte d'un voile de brume orange qui ressemble à du smog, mais en beaucoup plus épais. Si épais que les caméras de Voyager ne peuvent pas percer ce voile pour voir la surface. Titan gardera ses secrets jusqu'à la mission Cassini-Huygens 25 ans plus tard. Mais les données collectées par Voyager 1 sur la composition et la structure de cette atmosphère posent les fondations de toutes les recherches qui suivront. Après Titan, la trajectoire de Voyager 1 monte au-dessus du plan écliptique, le plan dans lequel toutes les planètes orbitent. Elle ne reviendra jamais vers les autres planètes. Sa mission planétaire est terminée, mais son vrai voyage ne fait que commencer. Pendant ce temps, Voyager 2 poursuit sa route. Elle a survolé Jupiter en juillet 1979, accumulant ses propres données et ses propres surprises, confirmant les volcans d'Io, enregistrant les tempêtes de Jupiter avec ses propres instruments. Elle atteint Saturne en août 1981, étudie les anneaux sous un angle légèrement différent de Voyager 1, découvre de nouvelles lunes. Puis, grâce aux calculs soigneux des ingénieurs du JPL, qui ont exploité chaque millième de seconde d'accélération gravitationnelle, elle se dirige vers Uranus. Une décision approuvée par la NASA après le succès des premiers survols. Ce que personne n'avait officiellement planifié au lancement devient réalité. Le grand tour va bien avoir lieu. Uranus, janvier 1986. C'est la seule fois dans l'histoire que l'humanité observera cette planète de près, jusqu'à ce jour. Voyager 2 passe à environ 80 000 km de la surface nuageuse d'Uranus, et ce qu'elle révèle bouscule les manuels scolaires de la planétologie. Uranus est penché. Son axe de rotation est couché presque à plat par rapport à son plan orbital, comme si quelque chose d'immense l'avait frappé il y a des milliards d'années et l'avait renversé sur le côté. Cette bizarrerie est connue depuis les télescopes, mais Voyager 2 nous montre ce que cela implique concrètement. Le champ magnétique d'Uranus est lui aussi basculé, mais pas de la même façon. Il est incliné à environ 60 degrés par rapport à l'axe de rotation, et son centre est décalé par rapport au centre de la planète. Le résultat est un champ magnétique qui tourbillonne et se vrille, d'une manière totalement asymétrique au fil de la rotation planétaire.
Rien de comparable n'existe ailleurs dans le système solaire. Même Saturne et Jupiter, avec leur magnétosphère puissante, ont des champs magnétiques relativement centrés et alignés. Uranus est un cas à part. Et les théories pour expliquer cette étrangeté alimentent encore les débats des planétologues aujourd'hui. Voyager 2 découvre également 10 nouvelles lunes autour d'Uranus. Et parmi elles, Miranda se distingue comme l'un des objets les plus géologiquement désorientants jamais observés. Sa surface est un patchwork surréaliste. D'un côté, des terrains anciens et lisses. De l'autre, des falaises colossales qui tombent à pic sur des hauteurs dépassant toute falaise connue sur Terre. Il y a des vallons, des crêtes, des formations en chevrons qui semblent appartenir à des mondes différents, juxtaposés par accident. La théorie dominante est que Miranda a été fracassée en morceaux par une collision cataclysmique, puis que la gravité a lentement rassemblé ces débris en une sphère bancale, réassemblant les pièces sans respecter l'ordre original. Une lune puzzle, reconstituée sans la notice. Mais la vraie révélation uranienne, celle qui fait encore parler les scientifiques aujourd'hui, c'est ce que Voyager 2 n'avait pas le temps d'explorer correctement. Elle ne passe que 6 heures dans le système uranien avant de poursuivre sa route. 6 heures pour acquérir des données qui doivent tenir pendant des décennies, parce qu'aucune autre sonde ne viendra avant longtemps. La NASA envisage des missions vers Uranus pour les années 2040. Autrement dit, ce que nous savons de la 7e planète du système solaire repose presque entièrement sur 6 heures de survol en 1986. Tout le reste vient de télescopes qui regardent de loin. 39 ans d'attente pour en apprendre davantage. C'est le genre de perspective qui donne le vertige, et qui rappelle à quel point l'exploration spatiale exige une patience que les générations humaines ont du mal à embrasser. Et puis vient Neptune, le clou du grand tour. Août 1989. Voyager 2 arrive dans le système neptunien après 12 ans de voyage depuis la Terre. À ce moment-là, l'équipe scientifique du JPL est rodée. 5 survols planétaires à leur actif, des procédures d'acquisition de données affinées par une décennie d'expérience. Mais Neptune réserve quand même des surprises de taille. La première chose qui frappe, ce sont les couleurs. Neptune est d'un bleu profond, presque cobalt, dû à la présence de méthane dans son atmosphère supérieure. Un méthane qui absorbe la lumière rouge et renvoie le bleu dans l'espace. Cette planète devrait être calme, selon les modèles de l'époque. Elle reçoit à peine 3% de l'énergie solaire que reçoit Jupiter. Son atmosphère devrait être froide, engourdie, peu active. Or, c'est exactement le contraire. Voyager 2 y détecte la grande tache sombre, une tempête d'une taille comparable à la Terre entière, avec des vents qui soufflent plus fort que partout ailleurs dans le système solaire. Des vents si violents que la comparaison avec un avion de chasse devient presque poétique tant elle est en deçà de la réalité. Ce sont les vents les plus rapides jamais mesurés sur une planète. Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire, la plus froide de toutes, est en réalité un monde en proie à une furie atmosphérique permanente et sans explication simple. L'énergie nécessaire pour entretenir de tels vents ne peut pas venir uniquement du Soleil. Neptune doit avoir une source de chaleur interne, peut-être résiduelle depuis sa formation, peut-être liée à des phénomènes de contraction gravitationnelle. Le débat reste ouvert. Mais la découverte la plus extraordinaire de tout le passage neptunien ne concerne pas Neptune elle-même. Elle concerne Triton, sa plus grande lune. Voyager 2 passe à environ 40 000 km de Triton, quelques heures après son survol le plus proche de Neptune. Et sur cette lune glacée, à des températures qui frôlent le zéro absolu, l'endroit le plus froid du système solaire jamais mesuré par une sonde, quelque chose de totalement inattendu se produit. La surface de Triton, rose et mouchetée de blanc, est traversée de panaches sombres, des geysers d'azote qui projettent du matériau à plusieurs kilomètres de hauteur, laissant de longues traînées sombres sur la surface de glace en aval, déposées par les vents d'une atmosphère extrêmement ténue. Dans un endroit où les scientifiques s'attendaient à trouver un monde inerte, gelé, mort depuis des milliards d'années, il y a de l'activité, de la géologie vivante. Comment est-ce possible à de telles températures ? La réponse fait encore débat, mais l'hypothèse dominante implique un effet de serre solide. La glace d'azote translucide laisse passer la faible lumière solaire qui chauffe le substrat sombre en dessous, créant de minuscules poches de gaz sous pression qui s'échappent brutalement à travers la croûte. Un geyser solaire, en quelque sorte, même à des milliards de kilomètres du Soleil. Et il y a autre chose encore qui rend Triton unique. Elle orbite autour de Neptune en sens inverse, dans le sens opposé à la rotation de la planète. Dans tout le système solaire, presque tous les grands satellites naturels orbitent dans le même sens que leur planète. Triton, non. Ce comportement rétrograde est la signature d'une capture. Triton n'est pas née autour de Neptune, elle venait d'ailleurs, probablement de la ceinture de Kuiper, ce vaste réservoir de corps glacés au-delà de Neptune,
et Neptune l'a capturé gravitationnellement il y a des milliards d'années lors d'une rencontre qui a dû être catastrophique pour les deux corps impliqués. Triton est une étrangère, intégrée de force dans la famille neptunienne. Cette orbite rétrograde condamne Triton à terme. Les forces de marée l'attirent lentement vers Neptune. Dans quelques centaines de millions d'années, elle s'approchera trop, se brisera, et ses débris formeront un anneau spectaculaire autour de la planète bleue. Mais pour le moment, elle tourne encore, géante et mystérieuse, lançant ses geysers vers un ciel où le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Le 28 août 1989, Voyager 2 prend sa dernière photographie, une image de Neptune et Triton ensemble, croissant côte à côte dans l'obscurité, vue depuis l'arrière en s'éloignant. Puis les caméras s'éteignent pour de bon, éteintes délibérément pour économiser l'énergie nécessaire aux instruments scientifiques qui continueront à travailler dans les décennies suivantes. Ce cliché final devient l'image de clôture d'une ère. 12 ans d'exploration planétaire, une révolution après l'autre, et une dernière image qui ressemble à un adieu. L'équipe du JPL célèbre le survol de Neptune dans l'atmosphère de fêtes et d'émotions mêlées, de ceux qui savent qu'ils vivent un moment unique, irreproductible. La dernière fois que l'humanité verra une planète inconnue pour la première fois de si près. Il n'y aura pas d'autre grand tour avant des décennies. Mais il y a quelque chose qui voyage sur ces deux sondes depuis le début. Quelque chose qui transforme ces machines en bien plus que des instruments scientifiques. Quelque chose qui, même si les sondes tombaient en panne demain, continuerait à dériver dans l'espace pour des milliards d'années. Un message. En 1977, au moment du lancement, un astronome nommé Carl Sagan convainc la NASA de laisser embarquer à bord de chaque Voyager un objet hors du commun. Un disque en cuivre plaqué d'or, d'une trentaine de centimètres de diamètre, recouvert d'une capsule protectrice en aluminium. Le disque d'or, le Golden Record. L'idée est folle dans sa générosité et dans son audace. Sagan et son équipe, dont fait partie la musicologue Anne Druyan, qui deviendra sa femme, ont près d'1 an pour choisir ce que l'humanité voudrait dire à une éventuelle civilisation extraterrestre qui trouverait un jour ses sondes dérivant dans l'espace. Le budget est ridicule, 1 500 $, quelques semaines de travail. Mais l'enjeu est sans précédent. Le disque contient 116 images, des diagrammes expliquant notre position dans la galaxie, des photos de la Terre et de ses paysages, des images d'êtres humains à différents âges de la vie, de femmes qui allaitent, d'enfants qui jouent, de repas, de villes, de forêts. Des équations mathématiques, des schémas du système solaire, des images de notre anatomie. Tout ce qu'il faudrait à une intelligence inconnue pour comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons. Mais le disque contient aussi des sons, le vent et la pluie, le tonnerre, le bruit des vagues sur une plage, des cris d'animaux, les grillons, les grenouilles, les baleines, les loups, un nourrisson qui pleure, des rires, le son d'un baiser, des bonjours prononcés dans 55 langues différentes, de l'arabe au swahili, en passant par le français. Et parmi ces salutations, une voix d'enfant de 6 ans, Nick Sadian, le fils de Carl, qui dit simplement en anglais « Bonjour » depuis les enfants de la planète Terre. Et la musique, 90 minutes de musique de partout dans le monde et de toutes les époques. Bach, Beethoven, Mozart, mais aussi du jazz de Louis Armstrong, du blues de Blind Willie Johnson, des chants de mariage péruviens, de la musique indienne, des percussions africaines, un air de flûte de Pan des îles Salomon, du rock avec Chuck Berry et Johnny B. Good. Un portrait sonore de l'humanité dans toute sa diversité, choisi pour transmettre non pas notre technologie, mais notre âme. La couverture du disque porte des instructions gravées sur métal pour permettre à quiconque le trouverait de comprendre comment le lire. Des diagrammes utilisant des propriétés universelles de l'atome d'hydrogène comme unité de temps et de longueur, une carte de pulsar pour localiser notre étoile dans la galaxie, un schéma de la trajectoire des sondes. Carl Sagan lui-même reconnaît que les chances que ce disque soit jamais trouvé sont infinitésimales. Dans 40 000 ans, Voyager 1 passera à environ 1 an-lumière et demi de Gliese 445, une petite étoile dans la constellation de la Girafe. Dans environ 296 000 ans, Voyager 2 passera non loin de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Mais entre ces rencontres et maintenant, les deux sondes traverseront des étendues de vide quasi absolues, sans croiser rien de significatif. Le disque d'or est moins une tentative réaliste de communication qu'un geste symbolique, un saut de foi dans le cosmos, la déclaration que nous existons, que nous pensons, que nous créons et que nous tendons la main. Sagan lui-même aimait rappeler que dans 1 milliard d'années, quand tout ne sera plus que poussière sur Terre, les enregistrements de Voyager parleront encore pour nous. Cette phrase, prononcée au moment du lancement, prend toute sa dimension quand on réalise que le disque est conçu pour durer plus longtemps que notre civilisation, que la Terre.
peut-être plus longtemps que le Soleil lui-même. Mais le message le plus inattendu que Voyager a envoyé à l'humanité n'était pas prévu dans la mission officielle. Il n'était pas dans le Golden Record. Il venait d'une demande insistante de Carl Sagan, quelques années après les survols planétaires, alors que Voyager 1 s'était déjà éloigné bien au-delà des planètes extérieures. Il dit à la NASA « Retournez la sonde, pointez des caméras vers l'intérieur, photographiez le système solaire que nous venons de traverser. » La NASA hésite. Les caméras sont précieuses. L'orientation de la sonde consomme du carburant. Mais Sagan insiste. Et le 14 février 1990, depuis une distance d'environ 6 milliards de kilomètres, Voyager 1 se retourne et prend 60 images du système solaire. Ces images sont assemblées en une mosaïque, le portrait de famille. Et dans cette mosaïque, perdu dans un rayon de lumière diffusée, se trouve un point microscopique, bleuté, à peine visible. 0,12 pixels de large sur l'image originale. C'est la Terre. Carl Sagan regardait cette image lorsqu'il a écrit ce qui est peut-être le texte le plus célèbre jamais écrit sur notre planète. Il dit que depuis ce point de vue, la prétention humaine semble absurde. Toutes les guerres, tous les empires, toutes les certitudes, tout cela s'est passé sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Ce point bleu pâle, dit-il, est la seule maison que nous ayons jamais connue. C'est une image et un texte qui ont changé la façon dont des millions de personnes se représentent leur place dans l'univers. Et c'est Voyager qui en est l'auteur. Après avoir pris cette dernière photo, les caméras de Voyager 1 sont éteintes définitivement, pour toujours. Il n'y a plus d'image à faire. Ici, dans le vide entre les étoiles, il n'y a rien à photographier. Mais il y a encore beaucoup à mesurer, et les sondes, lentement, méthodiquement, s'enfoncent vers la frontière de notre système solaire, une frontière que personne n'a jamais traversée et dont personne ne connaît exactement la nature. Ce que les voyageurs vont découvrir là-bas va tout changer. Pour comprendre ce que les voyageurs allaient affronter après les planètes, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le système solaire. Pas la définition scolaire avec ses 8 planètes en rang d'oignon autour du Soleil. La véritable étendue du royaume de notre étoile, parce qu'elle est bien plus vaste et bien plus étrange que tout ce que les dessins des manuels laissent imaginer. Notre Soleil ne se contente pas d'émettre de la lumière et de la chaleur. Il souffle, en permanence. Un flux ininterrompu de particules chargées, essentiellement des protons et des électrons, s'échappe de sa couronne à des vitesses folles et se répand dans toutes les directions. Ce vent solaire, invisible et silencieux, remplit l'espace jusqu'à une distance considérable. Il repousse littéralement le milieu interstellaire, le gaz et les poussières ténues qui remplissent l'espace entre les étoiles, et crée autour du système solaire une bulle gigantesque. Cette bulle a un nom, l'héliosphère. L'héliosphère n'est pas sphérique. Imaginez un œuf dur dont on aurait allongé l'une des extrémités pour lui donner la forme d'une comète. La tête de cet œuf pointe dans la direction vers laquelle le Soleil se déplace dans la Voie lactée. La queue s'étire en la direction opposée, repoussée par la pression du milieu interstellaire qui frappe de face. L'ensemble fait des dizaines de milliards de kilomètres dans sa plus grande dimension. Une bulle si vaste que même les planètes gazeuses extérieures, même Neptune, se trouvent profondément à l'intérieur, bien à l'abri dans ses couches les plus centrales. Et cette bulle a des couches, des frontières, comme un oignon cosmique, chacune possédant des propriétés différentes, chacune révélant quelque chose d'inattendu lorsqu'une sonde finit par la traverser. La première couche que les voyageurs rencontrent en s'éloignant des planètes, c'est le choc terminal. Imaginez que vous souffrez de l'air dans de l'eau. À un certain point, le souffle ralentit et se désintègre en turbulence. C'est exactement ce qui se passe ici. Le vent solaire file à des vitesses supersoniques depuis le Soleil, plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Mais à mesure qu'il s'éloigne, il subit la résistance croissante du milieu interstellaire. Il arrive un moment où cette résistance gagne, où le vent solaire se casse, ralentit brutalement, passe du régime supersonique au régime subsonique. Ce freinage brutal génère une compression, un réchauffement et une zone de turbulence. C'est le choc terminal. Voyager a franchi le choc terminal en décembre 2004, à une distance qui représente environ 94 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Ce passage n'est pas un événement discret et brutal. Il s'étale sur plusieurs heures et les instruments enregistrent des oscillations du champ magnétique, une chute de vitesse du vent solaire, une augmentation de la densité et de la température des particules. Ce n'est pas une frontière dessinée au crayon, c'est une zone de turbulence, floue, palpitante, qui bouge en fonction de l'activité du Soleil. Voyager 2 franchit le même choc terminal en 2007, à une distance légèrement moindre, preuve que l'héliosphère n'est pas symétrique, que sa forme varie selon les directions et selon les cycles d'activité solaire. Après le choc terminal,
s'ouvre une région appelée l'héliogène. Pour comprendre l'héliogène, imaginez ce qui se passe dans un évier lorsque vous faites couler de l'eau. L'eau tombe au centre, se répand en cercle rapide sur le fond de l'évier, et à une certaine distance du point de chute, elle forme un bourrelet circulaire, un renflement où l'eau ralentit et s'accumule, repoussée par l'eau qui se trouve déjà autour. Ce bourrelet, c'est l'héliogène. C'est là que le vent solaire, après son freinage brutal au choc terminal, se mélange lentement avec les particules interstellaires dans un balai turbulent et désorganisé. Les champs magnétiques s'y emmêlent, la densité y est chaotique. Les particules solaires et interstellaires s'y croisent, s'y percutent, s'y fusionnent, dans une zone de transition que les modèles théoriques peinaient à décrire avec précision. Les données des voyageurs dans l'héliogène révèlent quelque chose de troublant. La température dans cette zone est beaucoup plus basse que ce que les théoriciens avaient prédit. L'énergie que le vent solaire devait libérer lors de son freinage au choc terminal semble avoir disparu. Pendant des années, les chercheurs se grattent la tête. Où est passée cette énergie ? La réponse vient plus tard, d'autres instruments. Les particules énergétiques de l'héliogène échangent leur charge avec les atomes neutres froids du milieu interstellaire, deviennent elles-mêmes neutres et s'échappent dans toutes les directions sous forme d'atomes neutres énergétiques. Des particules qui, n'étant plus chargées, ne sont plus retenues par les champs magnétiques et filent librement. L'énergie n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée et échappée par un canal que les modèles initiaux n'avaient pas prévu. Voyager 1 met environ 7 ans à traverser l'héliogène. 7 ans de données dans cette zone de turbulence. 7 ans d'informations sur les champs magnétiques emmêlés, sur les particules de toutes énergies, sur la densité de plasma fluctuante. Ces données sont d'une valeur inestimable, et elles se révèlent en partie indéchiffrables pendant des années, parce que le capteur de plasma de Voyager 1 a cessé de fonctionner en 1980, obligeant les chercheurs à déduire indirectement les propriétés du plasma à partir d'autres instruments. C'est comme essayer de lire un livre avec la moitié des pages arrachées, en reconstruisant le texte manquant à partir des indices que fournissent les pages restantes. Dans les données de l'héliogène, les voyageurs détectent aussi quelque chose que personne n'avait vraiment prévu, des fils magnétiques. Des structures longues et fines de champs magnétiques renforcés qui traversent l'héliogène dans différentes directions, comme les brins d'un écheveau emmêlé. Ces structures, baptisées flux-tubes magnétiques anomaux par certains chercheurs, transportent à l'intérieur de leurs fils une abondance de rayons cosmiques galactiques bien supérieure à leur entourage immédiat. En traversant l'un de ces fils, une sonde enregistre une bouffée soudaine de rayons cosmiques, puis un retour à la normale. Ces structures sont probablement liées à des reconnexions de lignes de champs magnétiques à l'héliopause, un phénomène violent et localisé où des champs d'orientation opposés entrent en contact et libèrent de l'énergie de façon explosive. Que de tels fils magnétiques existent et percolent à travers l'héliogène était totalement absent des modèles théoriques avant que Voyager 1 ne les traverse. Ces fils représentent aussi des autoroutes potentielles par lesquelles les rayons cosmiques galactiques les plus énergétiques pourraient s'infiltrer plus profondément dans le système solaire, une information directement pertinente pour évaluer les risques radiologiques à long terme sur les planètes. Et puis, à l'été 2012, quelque chose change. Les instruments de Voyager 1 enregistrent une évolution soudaine et nette. Le taux de particules énergétiques d'origine solaire, celles qui viennent du Soleil, s'effondre en quelques jours. En parallèle, le taux de rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie qui viennent d'autres étoiles, d'autres supernovae, d'autres coins de la Voie lactée, bondit fortement. C'est exactement ce qu'on attendrait en franchissant l'héliopause, la frontière ultime entre l'héliosphère et l'espace interstellaire. La sonde traverse quelque chose. Mais le champ magnétique ne change pas de direction. Et c'est un problème. Les modèles théoriques prédisaient qu'en franchissant l'héliopause, la direction du champ magnétique devrait pivoter, parce que le champ interstellaire s'oriente différemment du champ solaire. Or, Voyager 1 ne voit pas ce changement. Pendant des mois, les scientifiques débattent. Certains pensent que la sonde n'a pas encore traversé la frontière. D'autres proposent que la théorie du changement de direction est tout simplement fausse, ou que la géométrie locale de l'héliopause est plus complexe que prévu. La réponse vient en 2013, d'un instrument que personne n'avait vraiment pensé à utiliser pour cette question, l'analyseur d'ondes plasma. Cet instrument mesure les oscillations électriques dans le plasma environnant. En analysant ces oscillations, les chercheurs peuvent déduire la densité des électrons libres dans le milieu ambiant, et la densité qu'ils mesurent est conforme à celle prédite pour le milieu interstellaire, bien plus élevée que celle de l'héliogène. La conclusion tombe, Voyager 1 a bien quitté l'héliosphère. Elle est dans l'espace interstellaire depuis le 25 août 2012. Et la question du champ magnétique sera éclaircie plus tard,
par l'hypothèse d'un repli particulier du champ interstellaire local qui masque le changement de direction attendu, une subtilité géométrique que les modèles n'avaient pas anticipée. L'humanité vient de placer un objet de fabrication humaine en dehors du système solaire, pour la première fois, après 35 ans de voyage. C'est un moment qui mérite d'être ressenti pleinement, pas comme une simple date dans un calendrier scientifique, mais comme un changement de paradigme. Depuis que nos ancêtres ont levé les yeux vers le ciel nocturne, nous avons imaginé ce que pourrait être l'espace entre les étoiles. Pendant des millénaires, c'était de la philosophie, de la mythologie, de la poésie. Puis ce fut de la science théorique, des équations, des modèles, des extrapolations. Et en 2012, pour la première fois, des données réelles, mesurées in situ, à partir d'un instrument que nous avons fabriqué avec nos mains, envoyé avec nos fusées et dirigé avec nos calculs. Ce qui rend ce moment encore plus vertigineux, c'est de réaliser ce que Voyager 1 est matériellement. Ce n'est pas un vaisseau spatial au sens hollywoodien du terme, pas un engin brillant et imposant qui fend l'espace à grande vitesse. C'est une plateforme de la taille d'une petite voiture, avec des câbles, des tubes, des capteurs en saillie, une grande antenne et 3 petites boîtes en métal qui contiennent du plutonium. Sa puissance totale à ce stade est comparable à celle d'une veilleuse de chambre d'enfant. Son processeur est moins performant que le microcontrôleur d'un thermostat moderne. Et pourtant, cet objet minuscule, fragile, archaïque technologiquement, représente l'extension la plus lointaine que l'humanité ait jamais envoyée d'elle-même dans l'univers. Il n'y a rien d'autre, fabriqué par des mains humaines, aussi loin dans le cosmos que Voyager 1. Pas de télescope, pas de sonde, pas de débris. Seulement ce petit vaisseau d'aluminium et de cuivre qui avance en silence depuis 47 ans. La confirmation officielle de l'entrée de Voyager 1 dans l'espace interstellaire ne vient d'ailleurs pas immédiatement après le franchissement de l'héliopause en août 2012. Il faut attendre septembre 2013 pour que la NASA publie officiellement ce verdict après une analyse approfondie des données recueillies par l'instrument Dome Plasma. Ed Stone, le physicien du California Institute of Technology qui est scientifique en chef du programme Voyager depuis 1975 et qui a consacré l'essentiel de sa carrière à cette mission, décrit ce moment avec une humilité désarmante. Il attendait depuis 36 ans de voir Voyager 1 franchir cette frontière et il n'était pas certain de vivre assez longtemps pour le voir. Il a eu la chance de l'observer. Certains de ses collègues de la mission originale ne l'ont pas eu. 6 ans plus tard, le 5 novembre 2018, Voyager 2 franchit à son tour l'héliopause. Et c'est à ce moment que la science devient vraiment intéressante. Parce que Voyager 2 possède quelque chose que Voyager 1 n'a plus, un capteur de plasma fonctionnel. Pour la première fois, il est possible de mesurer directement les propriétés du plasma à l'héliopause, sa température, sa densité, sa vitesse, et de comparer les données des 2 sondes qui ont traversé la frontière à des endroits et des moments différents. Ce que Voyager 2 révèle en traversant l'héliopause confirmera et bouleversera simultanément la physique de cette frontière. La traversée elle-même est d'une netteté saisissante. La sonde franchit l'héliopause en moins d'une journée. Imaginez passer de l'air chaud d'un appartement à l'air froid d'un réfrigérateur en franchissant un rideau d'une épaisseur à peine supérieure à celle d'une feuille de papier à l'échelle du système solaire. C'est à peu près l'idée. La transition est tranchante, bien plus abrupte que ce que la plupart des théoriciens avaient anticipé. De l'autre côté de cette frontière, le milieu interstellaire est entre 20 et 50 fois plus dense que le milieu solaire interne. Ce n'est pas une région de vide absolu, c'est un gaz ténu, mais bien présent, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, les débris d'étoiles mortes depuis longtemps dans d'autres coins de la galaxie. Et ce gaz est légèrement plus chaud que prévu, autour de 30 000 à 50 000 degrés. Pas de quoi faire fondre quelque chose, car à cette densité quasi nulle, une telle température ne contient presque aucune énergie thermique au sens pratique. Mais les modèles prévoyaient une température 2 fois moins élevée. Cette anomalie de température confirme que des processus énergétiques complexes se déroulent à l'héliopause. Des processus de compression, d'échange de charge, d'accélération de particules que les théories doivent encore intégrer pleinement. Un fait supplémentaire trouble les chercheurs. La direction du champ magnétique dans l'espace interstellaire proche reste stable. Elle ne tourne pas, ne fluctue pas, comme on pouvait s'y attendre si les vents interstellaires avaient une direction variable. Elle est cohérente. Cela suggère que le milieu interstellaire local, cette région de quelques dizaines de milliards de kilomètres autour du système solaire, est structuré différemment des prédictions issues des observations à grande distance. Les données des 2 Voyager révèlent aussi que l'héliosphère joue le rôle d'un véritable bouclier. Dans l'espace interstellaire, les rayons cosmiques galactiques, ces particules de haute énergie issues de supernovae lointaines, de trous noirs en accrétion, d'étoiles à neutrons,
frappe de toutes parts avec une intensité que Voyager mesure désormais directement. À l'intérieur de l'héliosphère, plus de 70% de ce rayonnement est bloqué ou dévié par les champs magnétiques solaires et par le vent solaire lui-même. Nos planètes baignent dans une protection permanente et invisible que nous n'aurions jamais pu quantifier sans ces données in situ. Ce n'est pas anodin pour la biologie. Une exposition directe aux rayons cosmiques galactiques sans ce bouclier modifierait profondément les conditions à la surface des planètes. Dans les années qui suivent leur entrée dans l'espace interstellaire, les deux sondes continuent d'envoyer des données. Elles détectent des sursauts d'électrons accélérés par des ondes de choc provenant d'éruptions solaires lointaines. Des ondes de choc qui voyagent à travers l'héliosphère entière et se propagent dans le milieu interstellaire en accélérant les électrons des rayons cosmiques le long des lignes de champs magnétiques. Un mécanisme connu dans d'autres contextes, mais jamais observé directement dans le milieu interstellaire avant les Voyager. Chaque éruption solaire majeure génère une perturbation qui se propage comme une onde dans l'océan. Et les sondes, aux avant-postes du cosmos, sentent ces frémissements des mois après qu'ils se sont produits. Mais il y a plus subtil encore. En 2021, l'instrument d'onde plasma de Voyager 1 détecte quelque chose de fascinant. Un bruit de fond. Un bourdonnement continu du plasma interstellaire à une fréquence particulière. Des oscillations de très faible intensité qui ne sont pas liées à des éruptions solaires ou à des événements locaux. Ce signal persistant, constant, presque monotone, est la voix du milieu interstellaire lui-même, le murmure des électrons libres qui vibrent doucement dans le gaz interstellaire ambiant. Ces oscillations permettent aux chercheurs de mesurer directement la densité du plasma interstellaire sans avoir besoin d'un événement extérieur. Et cette densité est légèrement supérieure à ce que les modèles prévoyaient, un détail qui oblige à réviser la compréhension de la structure à fine échelle du milieu interstellaire local. Pensez à ce que ce serait de plonger un microphone dans l'océan et d'entendre non pas le bruit des vagues ou des poissons, mais le bruit moléculaire de l'eau elle-même, le frémissement thermique des molécules. C'est approximativement l'équivalent de ce que Voyager 1 a capté dans l'espace interstellaire, un bruit si faible que sa détection n'était même pas garantie lors de la conception de la sonde. Puis arrive le jour que les équipes de Voyager redoutaient depuis longtemps, mais qu'elles n'espéraient plus vraiment voir arriver si vite. Le 14 novembre 2023, les données reçues de Voyager 1 deviennent subitement incompréhensibles. Ce n'est pas un silence total, la sonde répond encore aux commandes, et les ingénieurs du JPL peuvent confirmer qu'elle fonctionne. Mais au lieu de transmettre les flux habituels de données scientifiques et techniques, encodées en séquences complexes de 0 et de 1, elle envoie une répétition vide de sens. Le même motif binaire en boucle, encore et encore, comme un disque rayé qui saute indéfiniment. Les données scientifiques sont inintelligibles. Les informations sur l'état de santé de la sonde sont illisibles. Pour les ingénieurs du JPL, le problème est à la fois urgent et extraordinairement difficile à résoudre. Voyager 1 se trouve à une distance telle que le signal radio, voyageant à la vitesse de la lumière, met plus de 22 heures pour arriver à la sonde depuis la Terre, et 22 heures supplémentaires pour que la réponse revienne. Chaque tentative de diagnostic prend donc 2 jours complets. 2 jours d'attente entre l'envoi d'une commande et la réception de la réponse. Pour une équipe qui cherche à comprendre ce qui se passe dans les entrailles électroniques d'une machine vieille de 46 ans. L'ordinateur en cause est le système de données de vol, le FDS en anglais, pour Flight Data System. C'est l'un des 3 ordinateurs de bord de Voyager 1, et sa fonction est précisément d'organiser les données des instruments scientifiques et de les formater correctement avant de les transmettre à la Terre. Sans lui, pas de données utilisables. Le FDS ne communique plus correctement avec l'unité de transmission radio. Les informations sont là, dans les instruments de la sonde, mais le système chargé de les emballer pour l'envoi est cassé. Le problème peut venir de beaucoup d'endroits. Les rayons cosmiques galactiques, depuis que Voyager 1 a franchi l'héliopause, bombardent les circuits électroniques avec une intensité inégalée, bien plus forte qu'à l'intérieur de l'héliosphère, où le bouclier solaire absorbait une grande partie de ce rayonnement. Chaque rayon cosmique qui traverse un circuit électronique peut modifier un bit d'information, faire passer un 0 à un 1, ou l'inverse, avec des conséquences imprévisibles sur le fonctionnement du logiciel. C'est une usure invisible et inéluctable. Et les ingénieurs doivent fouiller dans des documents de conception datant de 1977, l'année où sort le premier Apple II, pour comprendre exactement comment les mémoires sont organisées. Le premier signe d'espoir vient le 1er mars 2024, quand l'équipe envoie une commande spéciale demandant au FDS de transmettre un instantané complet de sa mémoire, tous ses 0 et tous ses 1, bruts, sans formatage. La commande met 22 heures et 30 minutes pour atteindre Voyager. La réponse arrive le 3 mars. Le 7 mars,
après plusieurs jours d'analyse, les ingénieurs commencent à décoder ce que la sonde leur a envoyé. Et le 10 mars, ils identifient quelque chose. Une portion de la mémoire du FDS, celle qui contient une partie du code logiciel permettant au système de fonctionner, est corrompue. Une seule puce. Une seule, parmi des centaines, qui ne fonctionne plus correctement. Ils ne peuvent pas réparer la puce. À des milliards de kilomètres, avec un délai de communication de 45 heures aller-retour, les outils d'un technicien en électronique sont inutiles. Mais ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent déplacer le code affecté, le fragment de logiciel qui ne peut plus s'exécuter depuis sa position habituelle dans la mémoire corrompue, et le répartir dans d'autres zones de la mémoire du FDS. Des zones qui fonctionnent encore. Le défi, c'est que ces zones disponibles sont petites, éparpillées, et non contiguës. Le code doit être découpé en morceaux, chaque morceau soigneusement relocalisé, et toutes les références croisées entre les différentes parties du logiciel doivent être mises à jour pour pointer vers les nouveaux emplacements. C'est comme déménager une bibliothèque entière dans un appartement plus petit, en gardant exactement le même classement des livres malgré les contraintes de l'espace, et sans pouvoir vérifier physiquement que tout est à sa place avant de rouvrir les portes. Les ingénieurs travaillent pendant des semaines sur cette solution. Le 18 avril 2024, ils envoient la commande modifiée. Elle arrive à Voyager 1, 22h30 plus tard. Puis l'attente. Le 20 avril, 2 jours après l'envoi, parce qu'il faut aussi que la réponse revienne, Voyager 1 transmet pour la première fois en 5 mois des données exploitables sur son état de santé. Les écrans du JPL, longtemps silencieux, s'animent à nouveau. Une équipe d'ingénieurs qui gère la maintenance d'une machine lancée en 1977 depuis un bureau en Californie, en déboguant à distance un ordinateur dont l'architecture est antérieure au premier ordinateur personnel grand public, à une distance telle que chaque échange de messages prend presque 2 jours. Il n'y a peut-être pas de meilleure illustration du génie humain dans toute l'histoire de l'exploration spatiale. En mai 2024, 2 des 4 instruments scientifiques reprennent leur transmission de données. En juin, les 4 sont à nouveau opérationnels. Voyager 1 mesure à nouveau les ondes plasma, les champs magnétiques, les particules énergétiques dans l'espace interstellaire. L'histoire continue. Mais chaque année qui passe, les générateurs thermoélectriques des 2 sondes produisent un peu moins d'électricité. Le plutonium se désintègre, moins de chaleur est générée, moins d'électricité circule dans les circuits. Pour compenser, les ingénieurs éteignent progressivement les systèmes de chauffage, les instruments secondaires, tout ce qui consomme sans être indispensable à la mission scientifique fondamentale. C'est un exercice de priorisation, mené dans des conditions extrêmes. Chaque décision sur ce qu'on éteint peut avoir des conséquences irréversibles sur la santé des instruments restants. Il est prévu que les 2 sondes perdront la capacité de transmettre des données scientifiques utilisables quelque part dans la seconde moitié des années 2020. Peut-être 2025, peut-être 2030, peut-être un peu plus tard si les ingénieurs continuent à trouver des compromis créatifs. À ce moment-là, les signaux ne seront pas coupés brutalement. Les sondes continueront à émettre des ondes radio, mais ces signaux seront trop faibles et trop pauvres en informations pour contenir des données scientifiques utilisables. Les antennes géantes du Deep Space Network, de gigantesques disques d'aluminium de 70 mètres de diamètre implantés en Californie, en Australie et en Espagne, captent déjà des signaux d'une faiblesse inimaginable. Comparer la puissance du signal reçu de Voyager à celle d'une ampoule électrique ordinaire à des milliards de kilomètres de distance serait encore exagérer la force du signal. Il est incomparablement plus faible. Pourtant, les antennes l'entendent. Une question mérite d'être posée à cet instant. Est-ce que quelque chose remplacera Voyager ? Est-ce que l'humanité enverra d'autres sondes dans l'espace interstellaire, mieux équipées, plus rapides ? La réponse est probablement oui, mais pas demain. Des concepts sont à l'étude. La NASA explore des idées pour une sonde interstellaire qui serait spécifiquement conçue dès le départ pour étudier l'héliopause et l'espace au-delà, avec des instruments modernes, une transmission de données à bien plus haut débit et une trajectoire optimisée. Mais ces projets se heurtent à des défis considérables. La distance est telle qu'il faudrait des décennies de vol pour atteindre l'héliopause, même avec des propulsions améliorées, et les budgets spatiaux se disputent entre des dizaines de priorités scientifiques urgentes. Pour le moment, Voyager 1 et Voyager 2 demeurent irremplaçables, les seuls yeux et oreilles de l'humanité dans l'espace interstellaire. Au fond, qu'ont découvert les Voyager qui étaient vraiment nouveaux, vraiment inattendus, qui a changé notre compréhension fondamentale de la physique. La liste des surprises planétaires est impressionnante. Les volcans d'Io, les geysers de Triton, les lunes d'Uranus. Mais ces découvertes, pour fascinantes qu'elles soient, restaient dans le domaine de la planétologie. Le système solaire se révélait plus riche et plus varié que prévu, mais les lois de la physique n'étaient pas remises en question.
Ce qui s'est passé à l'héliopause est d'une autre nature. L'héliosphère, cette bulle que notre Soleil souffle dans le milieu interstellaire, s'est révélée fondamentalement différente des modèles théoriques à presque tous les niveaux de détail. Sa forme n'est pas celle qu'on prédisait. Son épaisseur aux endroits traversés par les deux voyageurs diffère de façon significative entre les deux passages. L'énergie thermique de l'héliogène est mal distribuée. La transition à l'héliopause est plus tranchante que les modèles de diffusion graduelle ne le suggéraient. Le champ magnétique interstellaire local s'oriente de façon inattendue. Ces surprises ne sont pas de simples curiosités académiques. Elles touchent à des questions fondamentales pour l'astrobiologie et pour l'exploration spatiale future. La façon dont l'héliosphère protège les planètes des rayons cosmiques galactiques dépend de sa structure exacte. Comprendre cette structure est indispensable pour évaluer les risques radiologiques auxquels seraient exposés des astronautes lors d'un voyage vers Mars ou au-delà. Les données de Voyager fournissent la première mesure directe de ce que signifie être à l'extérieur du bouclier solaire, une information qui n'existait nulle part avant 2012. Cette question du bouclier a aussi des implications pour la recherche de vie ailleurs. Si l'héliosphère protège nos planètes de 70% des rayons cosmiques galactiques, cela signifie que les planètes sans une telle protection, orbitant autour d'étoiles plus faibles ou dans des régions de la galaxie où le milieu interstellaire est plus dense et plus agressif, reçoivent un bombardement de rayons cosmiques bien plus intense. Or, ces rayons cosmiques ont des effets biologiques. Ils peuvent endommager l'ADN, provoquer des mutations, éroder les atmosphères planétaires. La question de savoir si une planète peut abriter la vie ne dépend pas seulement de sa distance à son étoile ou de la présence d'eau liquide. Elle dépend aussi de la nature de son bouclier magnétique et de sa bulle stellaire. Ce que Voyager a mesuré chez nous est une donnée de comparaison fondamentale pour évaluer les conditions de vie potentielles ailleurs. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les étoiles proches de notre Soleil ont leurs propres héliosphères. On les appelle astrosphères. Les mêmes processus qui régissent notre héliosphère se déroulent autour de milliards d'étoiles dans la galaxie. Comprendre comment notre Soleil interagit avec le milieu interstellaire local, comment il forme et maintient sa bulle protectrice, c'est comprendre un mécanisme universel qui s'applique à toutes les étoiles. C'est de la physique fondamentale que seuls les voyageurs pouvaient fournir. Les deux sondes sont aujourd'hui les seuls instruments humains qui se trouvent dans le milieu interstellaire. La sonde New Horizons, qui a survolé Pluton en 2015 et continue sa route, est encore à l'intérieur de l'héliosphère. Les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées avant les voyageurs, ne transmettent plus depuis longtemps. Pioneer 10 a envoyé son dernier signal faible en 2003. Pioneer 11 vient Pat Smith, en tukstoch devin simti devin desmi-pièce. Tout ce que nous savons du milieu interstellaire local, sa densité, sa température, la force et la direction de son champ magnétique, la composition et l'énergie de ses rayons cosmiques, vient directement de ces deux appareils. Le reste provient d'observations à distance, depuis l'intérieur de la bulle solaire. Les voyageurs sont les seules fenêtres ouvertes sur l'autre côté, et cette perspective rend leur fin d'autant plus mélancolique à contempler. Un jour, peut-être dans quelques années, peut-être un peu plus tard, les signaux de Voyager 1 et Voyager 2 deviendront trop faibles pour contenir des informations utilisables. Les générateurs s'étiolent, les instruments s'éteignent les uns après les autres. Et les deux sondes, silencieuses, continueront quand même à dériver, pas vers une étoile en particulier, pas dans une direction planifiée. Elles suivront simplement les lois de la mécanique céleste, glissant à travers l'espace interstellaire sans friction, sans ralentissement, à une vitesse constante que rien ne viendra modifier. Dans un vide presque parfait, une fois lancées, elles ne s'arrêteront jamais, pas vraiment. Voyager 1 s'éloigne du Soleil dans la direction de la constellation de l'Ophiuchus, au nord du plan écliptique, à une vitesse de plus de 60 000 km/h. Voyager 2 file vers le sud, en direction de la constellation du Télescope, à une vitesse légèrement inférieure. Dans environ 40 000 ans, une durée qui représente tout l'essentiel de l'histoire de la civilisation humaine, depuis les premières peintures rupestres jusqu'à aujourd'hui, multipliée par 2, Voyager 1 passera à environ 1 an-lumière et demi de Gliese 445, une petite étoile naine rouge dans la constellation de la Girafe. Ce n'est pas une approche close, pas un survol, juste un passage dans le voisinage, à une distance encore immense à l'échelle humaine, mais minuscule à l'échelle de la galaxie. Au même moment, Voyager 2 passera à environ 1 an-lumière et demi de Ross 248, une autre naine rouge dans la constellation d'Andromède. Et dans environ 300 000 ans, une durée qui fait paraître l'ère des dinosaures toute récente, Voyager 2 passera à moins de 5 ans-lumière de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne depuis la Terre.
Ces rencontres futures n'apporteront rien à personne. Les sondes seront mortes depuis longtemps, silencieuses depuis des millénaires. Elles ne feront que passer, discrètes, invisibles, minuscules dans l'immensité. Mais elles porteront encore les disques d'or. Ces disques de cuivre plaqué, conçus pour résister à des milliards d'années dans le vide interstellaire, continueront à tourner silencieusement dans l'obscurité, longtemps après que notre Soleil se sera transformé en géante rouge et aura englouti la Terre. Longtemps après que notre espèce aura disparu, transformée ou migré vers d'autres mondes. Dans 1 milliard d'années, si quelque chose les trouve, et la probabilité en est infinitésimale, mais non nulle, les sons d'une baleine, le rire d'un enfant, les premières mesures de la 5e symphonie de Beethoven résonneront encore, encodées dans les sillons de ces disques. Le témoignage durable d'une espèce qui a levé les yeux et tendu la main. Carl Sagan avait tout compris en disant que ce geste dit quelque chose d'espérant, d'ouvert vers ce qui pourrait exister, sur la vie sur cette planète. Pas parce que nous croyons sérieusement que quelqu'un trouvera ces sondes, mais parce que le simple fait de les avoir envoyées, avec ce message à bord, révèle quelque chose d'essentiel dans la nature humaine. La curiosité irrépressible, la générosité vers l'inconnu, la conviction que ce qui existe mérite d'être compris et partagé. Il y a une dernière chose à mentionner, et elle est fondamentalement importante pour comprendre ce que représente vraiment le programme Voyager dans l'histoire de l'exploration spatiale. Ces 2 sondes, conçues pour durer 5 ans, fonctionnent depuis près de 50 ans. Elles ont survécu à tout ce que l'ingénierie n'avait pas anticipé, aux radiations de Jupiter, aux froids extrêmes de l'espace profond, aux rayons cosmiques galactiques, aux pannes matérielles réparées à distance par des équipes qui consultaient des manuels de conception rédigés avant que la plupart de leurs membres soient nés. Elles ont fourni des données sur les 4 géantes gazeuses, leurs lunes, leurs anneaux, leur magnétosphère. Elles ont mesuré l'héliosphère, le choc terminal, l'héliogène, l'héliopause. Elles ont transmis depuis l'espace interstellaire, révélant une réalité que seules elles pouvaient atteindre. Aucune mission spatiale future ne reproduira exactement cette épopée. Les sondes qui partiront vers les étoiles dans les prochaines décennies seront plus rapides, plus intelligentes, plus économes en énergie. Elles rejoindront l'espace interstellaire bien avant 40 ans. Mais elles n'auront pas traversé le grand tour en profitant d'un alignement planétaire qui ne se reproduira pas avant plus d'1 siècle et demi. Elles ne porteront peut-être pas de disque d'or. Le geste a été fait, une fois, et son aspect de symbole est aujourd'hui inséparable des Voyager elles-mêmes. Et elles ne transmettront jamais l'image d'une Terre réduite à un point bleu pâle dans un rayon de lumière, parce que cette image a déjà été prise, et elle nous a déjà changé. Ce que les Voyager ont découvert, en dehors du système solaire, c'est que le vide entre les étoiles n'est pas un vide. C'est un milieu avec sa densité, sa température, ses champs magnétiques, ses ondes. Un milieu que personne n'avait jamais touché avant ces 2 petites machines de 800 kg, construites dans les années 70, lancées vers l'inconnu, avec le courage tranquille de quelques centaines d'ingénieurs qui croyaient que cela valait la peine d'essayer. Elles ont changé notre compréhension du système solaire, de l'espace interstellaire et de notre propre place dans l'univers. Et elles avancent encore, sans jamais s'arrêter, sans jamais revenir. Et si vous avez envie de continuer à explorer ces odyssées que l'univers nous réserve, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. C'est ce qui nous permet de continuer ce voyage avec vous.